Parlons un peu de la Coupe du Monde. Mais y a-t-il d'autres sujets de conversation actuellement quand on est passionné, les amis? La Coupe du Monde avance, le spectacle continue. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais revenir alors un peu moins longtemps que la dernière fois. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les vidéos longues. En tout cas, le watch time de la dernière vidéo n'était pas terrible. Je vais faire plus synthétique aujourd'hui pour que vous ayez les dernières informations de manière plus rapide que la fois précédente. Et je ne vais pas présenter cette vidéo de la même manière, peut-être de manière thématique cette fois-ci, que de revenir de manière linéaire sur chacun des groupes comme j'avais pu le faire. Et effectivement, je vous avoue, la vidéo avait quelques longueurs. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs thèmes dans cette Coupe du Monde qui me passionne toujours autant. Et d'abord, une Coupe du Monde des records, du spectacle, une Coupe du Monde grandiose aux États-Unis, au Mexique. On va partager l'écran au Canada aussi. C'est la Coupe du Monde du spectacle, je le disais, mais aussi de tous les records. Regardez où on en est, les amis. Après seulement 2 semaines de Coupe du Monde, on a marqué 177 buts depuis le début de la Coupe du Monde. Et ça, c'est un premier record, un record de buts. Mais vous le voyez quand vous regardez les matchs, c'est des matchs très enlevés et il y a énormément de buts. Auston Trusty qui a marqué contre les États-Unis, contre la Turquie, a marqué le 177e but alors qu'on en était à 172 sur le record précédent. Et ça datait de l'édition 2022. Il y a toujours de plus en plus de buts, puisqu'il y a forcément toujours de plus en plus d'équipes. Alors certes, on est sur une Coupe du Monde à 48 équipes, mais ça montre le niveau. Il n'y a eu que très peu de 0-0, de tête. Il y en a eu 3 ou 4, je crois, jusqu'à maintenant, au moment où je tourne la vidéo. Donc, des matchs qui ne sont pas stériles, qui sont ouverts, avec des attaques abondantes. Et on arrive donc à ce premier record de 177 buts. C'est pas le seul record qui a été battu. Regardez ce que j'ai encore noté. 3,6 millions de spectateurs devant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026 bat les records d'affluence avant même la fin des matchs de poule. Quand je tourne cette vidéo, vous le savez, on n'est pas encore à la fin des matchs de poule. On vient de finir la J2. On a commencé tranquillement quelques matchs de la J3. Et il y a déjà 3,6 millions de spectateurs selon la FIFA. Le précédent record, c'était 94. C'était déjà aux États-Unis. La Coupe du Monde aux États-Unis, ça reste un spectacle. Quand vous voyez les stades, mais ils sont magnifiques. D'ailleurs, je ne sais pas, petit clin d'œil et petite parenthèse, si vous avez remarqué, les amis, mais il y a un des stades, je ne sais plus si c'est Los Angeles, Atlanta, j'ai plus le stade en tête. En tout cas, on l'a vu dans The Last of Us, pour ceux qui aiment bien le gaming également. Ellie est passé dans ce stade de foot à un moment donné, on le voyait dans le fond, et donc on a des stades fabuleux dans cette Coupe du Monde, des bijoux d'architecture. On continue les records, les amis, record de buteurs, et oui, puisque Lionel Messi a battu le précédent record de Miroslav Klose lors du dernier match de l'Argentine. Il aurait pu le battre sur un penalty, ça s'est pas fait. Finalement, il l'a battu dans le jeu, il a marqué encore, j'allais dire, il en est à 18 buts, toute Coupe du Monde confondue. Alors certes, il en a fait 6, il a disputé 6 Coupes du Monde, il a 18 buts avec un ratio de 0,64, il est talonné par Mbappé qui en est à 16 buts, un ratio de 1 pour Mbappé, il a fait que 3 Coupes du Monde, donc un rythme de croisière encore plus important. Mbappé fera davantage de Coupes du Monde et je pense qu'à un moment le record de Messi va être battu, mais ces indicateurs vont être encore explosés lors de cette Coupe du Monde. On est encore loin de la fin et l'Argentine et la France sont 2 équipes qui, on pense, arrivera bien plus loin que les phases de groupe. Donc ces records vont encore évoluer et le trou va se creuser avec Miroslav Klose. En termes de ratio, on est quand même assez loin de Juste Fontaine avec 13 buts en une Coupe du Monde, un ratio de 2,17. Mais ça, c'est énorme et c'est plus possible de nos jours. Ou Sander Koksix avec une seule Coupe du Monde et 11 buts, un ratio de 2,2. On va dire que dans les temps modernes, Messi et Mbappé sont les buteurs les plus abondants et en tous les cas qui, en valeur absolue,
ont marqué le plus de buts. Attention, Harry Kane est à 10 buts, pourrait se rapprocher de ses records. Et puis, je vous parle des records en valeur absolue, mais c'est la Coupe du Monde des buteurs, hein. On a Mbappé, Messi. Alors Messi, je crois, il a 5 buts. Mbappé a fait un doublé à 4 buts. On a Haaland qui est juste là aussi, qui a marqué 4 buts également. Donc on a énormément de gros buteurs lors de cette Coupe du Monde. Et ça fait plaisir. C'est une Coupe du Monde qui n'est pas stérile, je l'ai dit, et pour laquelle on voit du spectacle. D'ailleurs, j'arriverai tout à l'heure sur cette opposition Mbappé-Haaland quand je parlerai un petit peu des groupes quand même, les amis. Alors, c'est aussi la Coupe du Monde des arrêts, parce que, évidemment, il y a beaucoup plus de tirs, beaucoup plus de buts, mais beaucoup plus d'arrêts de gardiens également, et des arrêts somptueux. On a vu des gardiens qu'on ne connaissait pas, hein, Room et d'autres qui ont fait des super prestations, comme l'a fait Beerenvand, le gardien de l'Iran face à la Belgique. Regardez-moi cet arrêt. Il y en a eu des dizaines, des arrêts somptueux comme ça. Et je parlais de beaux buts. Et oui, puisque il y a énormément de buts également, de frappes en dehors de surface. Je ne sais pas si vous avez vu cette statistique passer, les amis, mais beaucoup de frappes ont lieu en dehors de la surface et on a assisté à des beaux buts en dehors de la surface, pas plus tard qu'hier ou je ne sais plus quand la Suède a joué. Elanga a marqué un enroulé extérieur surface, et ça je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on assiste un peu moins à des distributions de numéro 10 et plus à des ailiers gauche ou droite qui rentrent dans la surface et qui font des frappes enveloppées. Encore Elanga avec la Suède qui a marqué un beau but de cette manière. Et j'ai sorti la statistique, hein. Déjà 19 buts en dehors de la surface. Alors les statistiques, enfin les études attribue cette raison à la qualité du ballon. A priori, c'est ce qui est dit dans les études, hein, on va le voir ici. Voilà, le ballon utilisé pour le mondial américain serait l'une des raisons, qui est composé que de 4 faces contre 20 pour celui de 2022. Bon, on pense que c'est ça qui expliquerait la raison de cette audace que peuvent avoir les joueurs, mais déjà 19 buts en dehors de la surface de réparation depuis le début de la Coupe du Monde. C'est aussi un record, encore une fois, on vient seulement de passer la J2, mais ça offre également énormément de spectacles. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de ça et de ce premier thème dans cette vidéo, ce spectacle qu'on a dans cette Coupe du Monde 2026, ces buts, ces records, et ben ouais, qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir, hein. Je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose d'énorme que je vis sur ce mois de juin, et ça va continuer à n'en pas douter sur le mois de juillet. Allez, on passe un peu au groupe pour vous en parler quand même, parce qu'on avance tranquillement, les 16e de finale commencent à se dessiner, et en tout cas le groupe A c'est terminé, le Mexique termine en tête, favori de ce groupe, il arrache les 9 points. Vous pouvez s'en douter, des joueurs qui m'ont bien plu au Mexique, hein, que je ne connaissais pas forcément, comme Quiñones, à suivre pour la suite. Mais le Mexique, on sait que dès que les phases à élimination directe arrivent, c'est là où ils bêchent un peu. Est-ce qu'ils vont pour la première fois de leur vie passer les 8e de finale? Alors il faudra déjà passer les 16e cette fois-ci. On ne connaît pas encore leur adversaire, mais on verra. Ils auront des chances puisqu'ils vont taper un 3e de groupe sans doute. Et c'est chez eux, pourquoi pas passer les 16e et ensuite passer les 8e pour battre leur record. L'Afrique du Sud à l'arraché termine 2e du groupe. Je dis à l'arraché parce que ça a mal commencé contre le Mexique. Le fond de jeu de l'Afrique du Sud faisait peine à voir. Et puis ils ont fait match nul contre la Tchéquie et ils ont réussi à battre la Corée du Sud. Je ne pensais pas, d'ailleurs ils m'ont fait perdre mon pari, mais à l'arraché ils arrivent à prendre la 2e place du groupe. Ils affronteront le Canada. Eux, c'est fait. On sait très bien que l'Afrique du Sud affronte le Canada en 16e de finale. Et la Corée du Sud, 3e. On verra s'ils font partie des meilleurs 3e. Avec 3 points moins 1 de différence de but, c'est possible. Beaucoup d'équipes sont déjà à 4 points dans les meilleurs 3e. Mais avec 3 points, on peut accrocher une place qualificative. Moins de différence de but. C'est mitigé. On verra avec l'avancée des autres matchs si la Corée du Sud fait partie de l'aventure. La Tchéquie a déçu. Bon, ils étaient passés par les barrages, on n'en attendait pas grand-chose. Voilà, ils ont montré pas grand-chose. Vous voyez, je vais un peu plus vite que la dernière fois.
je vous l'ai dit. Le groupe B avec la Suisse qui se qualifie avec 7 points, c'était mal embarqué avec ce pauvre match nul contre le Qatar en match inaugural de ce groupe. En tout cas en match inaugural pour la Suisse, bien que j'avais vu de bonnes choses pour la Suisse contre le Qatar. Un match assez pauvre, mais j'avais vu des bonnes combinaisons à 3 dans le demi-espace de la Suisse. Ils ont réussi à accrocher la première place en battant le Canada lors du dernier match, et ça c'était pas gagné. Une belle performance des Suisses qui leur donne un plein de confiance pour la suite. Battre le Canada, pays organisateur chez eux, c'est une belle perf. Dommage pour le Canada, ils auraient accroché la première place, ils auraient joué à Vancouver en 16e, en 8e. Ils terminent 2e, ils vont devoir aller à Los Angeles, aux États-Unis, jouer les matchs suivants. Dommage pour eux, dommage pour l'engouement du public, dommage pour ce public qui les a supportés, ce public formidable au Canada. Il va falloir se déplacer aux États-Unis pour continuer à accompagner leur pays. Et donc, la Suisse, on ne sait pas contre qui ils joueront. On sait que le Canada jouera contre l'Afrique du Sud, je l'ai dit. La Bosnie, on sait déjà qu'elle est qualifiée avec 4 points en meilleure 3e. Et elle affrontera les États-Unis, gros morceau pour la Bosnie. Les États-Unis en 16e de finale, la Bosnie 4e, ils étaient ravis. Ah oui, on l'est pour eux. Ça n'avait pas très bien commencé non plus pour la Bosnie avec cette défaite au Canada. Il me semble, on va voir ça rapidement dans le groupe B, dans ce match nul contre le Canada en J1. Et cette défaite contre la Suisse en J2 4-1, c'était très mal embarqué quand même pour la Bosnie. Ils se sont bien rattrapés face au Qatar en J3 avec une victoire 3-1. Le groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti, c'est terminé également. Brésil remporte le groupe avec 7 points. Ils affronteront le Japon en 16e et ça va faire un gros choc, les amis. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mes pronostics 16e de finale, mais contrairement à ce que beaucoup de monde peuvent penser, je ne donne pas le Brésil favori de ce 16e. Le milieu du Brésil est un peu compliqué, je l'avais déjà dit, Guimarães, Casemiro, c'est pas tout à fait ça. Alors ils ont changé un peu de tactique lors de la J3, mais au Brésil il y a Vinicius et puis c'est tout, le reste c'est difficile. Ils vont avoir du mal contre le Japon qui n'a plus perdu de match depuis bien longtemps et qui a une équipe très solide, qui présente une équipe très solide pour ce mondial. Ça va être un match disputé et croyez-moi que ça va pas être facile pour le Brésil. Le Maroc finit 2e. On sait qu'ils affronteront les Pays-Bas, ça c'est une sacrée fiche des 16e de finale. Je vais vous dire pourquoi quand j'arriverai sur le groupe des Pays-Bas, mais le Maroc sans doute l'une des top 2 équipes africaines qui finit donc 2e de ce groupe, et l'Écosse 3e du groupe. On entendra peut-être Flower of Scotland en 16e si avec 3 points et moins 3 de goal average on arrive à se qualifier, et ça va pas être évident, ça va pas être évident du tout pour les amis écossais. Dans ce groupe, il y a eu 7 victoires pour l'Écosse contre Haïti en J1, c'est ce qu'on attendait. Mais après, c'était compliqué contre l'Écosse et contre le Brésil. L'Écosse ne mérite pas vraiment d'aller beaucoup plus loin, peut-être les 16e et encore. Sinon, malheureusement, ils vont rentrer chez eux. Dans le groupe D, États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie. Les États-Unis ont fait 6 points, ont remporté le groupe. Bien que le dernier match m'a surpris, cette défaite contre la Turquie. La Turquie, alors c'est une équipe qui tirait énormément, qui se procurait énormément d'occasions, mais qui malheureusement n'arrivait pas à conclure. La Turquie fait partie des 2 équipes qui m'ont déçu jusqu'à maintenant. Je vais revenir à la deuxième après, mais la Turquie, c'est la grosse déception du mondial. Je les voyais bien plus haut, je les voyais même se battre pour la place de numéro 1 dans le groupe. Ils finissent avec 3 points. Heureusement, ils sauvent l'honneur face au pays organisateur. Ils ont gagné le dernier match, je le disais, contre les États-Unis. Mais c'est une équipe qui m'a énormément déçu. Donc les États-Unis affronteront la Bosnie en 16e de finale. Belle opportunité pour les États-Unis d'aller plus loin. Je pense que intrinsèquement, ils ont un potentiel meilleur que les Bosniaques et pourront arriver en 8e de finale. L'Australie se qualifie 2e du groupe. On ne sait pas encore contre qui. Belle perf pour les Australiens d'avoir réussi à accrocher la 2e place devant le Paraguay et la Turquie. Groupe E, c'est terminé aussi. L'Allemagne, la Côte d'Ivoire, l'Équateur, Curaçao. L'Allemagne remporte le groupe avec 6 points.
mais à l'arraché, hein, c'était compliqué. Alors à part leur premier match, où ils ont explosé Curaçao, après le match contre la Côte d'Ivoire, c'était splendide les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, Côte d'Ivoire menait 1-0 et l'Allemagne a réussi à renverser la vapeur et à marquer le dernier but dans les derniers instants. J'étais derrière les Ivoiriens, c'était dommage pour eux. Ils avaient presque créé, non pas la surprise, parce que la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe dans ce mondial, mais j'ai cru à un moment qu'ils pouvaient l'emporter devant l'Allemagne. Attention, l'Allemagne avec cette perte de Schlotterbeck en défense centrale, Rudiger, c'est compliqué, ça ne vaut pas le niveau de Schlotterbeck. Et donc, attention dans cette défense centrale pour les Allemands. Quelques joueurs que j'ai bien aimés quand même en Allemagne, je vais revenir dans mes joueurs à surveiller pour la suite, après qu'on parle des groupes. Mais ouais, il y a quelques joueurs que j'ai bien aimés. Nyerby manque un peu, je trouve, dans cette équipe allemande. Voilà, va falloir faire attention pour la suite. La Côte d'Ivoire est donc seconde, elle mérite cette place amplement. Ils ont fait un très beau match contre l'Allemagne malgré la défaite. Ils ont gagné contre l'Équateur et gagné contre Curaçao. Et l'Équateur, alors ce dernier match contre l'Allemagne, je l'ai vu, c'était joli, c'était beau, parce que l'Allemagne marque le premier but, l'Équateur égalise presque dans les minutes qui suivent, et ça pousse l'Équateur. L'Allemagne n'arrivait pas, il se faisait déborder par cette équipe équatorienne, et la Tri, dans le dernier quart d'heure, marque le 2-1, et là on voit les spectateurs, le coach en larmes qui se prennent dans les bras. C'était beau ce dernier quart d'heure et cette fin de match au coup de sifflet final, le flot d'émotions qu'il y avait dans les supporters équatoriens. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Et donc l'Équateur va se qualifier en meilleur troisième. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais 4 points, 0 en différence de but. Allez, 99% des chances de se qualifier pour le 16e de finale. On n'a pas l'adversaire encore. On n'a pas ici les adversaires des 16e de finale. On sait que l'Allemagne a toutes les chances d'affronter l'équipe de France en 8e. Donc ça va être un gros choc. Bon, c'est une des probabilités. On verra pour la suite. Alors, groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Un des groupes qui m'a le plus plu finalement, ce groupe-là, parce que pour moi, il y avait un des outsiders qui peut faire mal, le Japon. Une équipe pour qui j'étais très curieux de voir l'avancement, les Pays-Bas, je vais y revenir. Et puis, Suède-Tunisie m'intéressait aussi, mais de différentes manières. Donc, les Pays-Bas remportent le groupe et c'est mérité de ce que j'ai vu, même si ce n'était pas mon favori du groupe, mais c'est mérité parce qu'ils ont bien évolué au cours de cette phase de groupe. Le premier match, ils avaient une ossature, en tout cas une formation avec une attaque où Malen était au centre, et j'avais dit en 9 que c'était pas une bonne idée, que Malen n'était pas le 9 que les Pays-Bas devaient attendre, avec Gakpo à gauche, Summerville à droite. Ça c'est du très bon, Gakpo fait pas des étincelles, mais Gakpo quand il est sur le terrain, on est sûr qu'il va faire un bon match. Donc voilà, c'est un peu un Viltord, comme on l'avait en équipe de France. On est certain que ça sera pas quelque chose d'exceptionnel, mais on est certain que ce sera du bon jeu. Et Summerville à droite, les gens commencent à le connaître, il a plein de qualités, ce jeune. Et donc Malen, c'était pas sa place. Et donc le premier match des Pays-Bas contre le Japon, il y a eu un match nul, il y a eu 2-2, il me semble, de tête. C'était pas la meilleure version des Pays-Bas, ils ont changé un peu, comme l'équipe de France avait fait en 2018, on pense souvent à ça avec la rentrée de Matuidi, et ensuite ça a changé le jeu de l'équipe de France. Et bien là, ils ont changé leur ligne d'attaque, ils ont fait rentrer Brody en 9, et ça a tout changé, on a basculé Malen à droite. Et puis, il y a un switch qui se fait avec Summerville parfois. Et du coup, on a un nouveau visage des Pays-Bas et un beau visage des Pays-Bas, puisqu'ensuite, ils l'ont emporté contre la Tunisie et contre la Suède. On va le voir ici dans le groupe F. Voilà, victoire 5-1 convaincante contre la Suède, puis victoire 3-1 contre la Tunisie. Et on assiste finalement. Alors, on passe plutôt de un outsider très sérieux, les Pays-Bas, à un grand favori pour moi, avec cette refonte sur la ligne d'attaque. Je pense que les Pays-Bas sont à prendre très au sérieux et on va voir un beau 16e de finale contre le Maroc. J'aurais donné le Maroc favori, on va le voir quand j'en parlerai des 16e de finale, mais là, de ce que j'ai vu de l'évolution tactique et surtout de cette ligne offensive qui a changé avec les Pays-Bas, je suis plus autant convaincu d'une victoire de Maroc contre les Pays-Bas en 16e de finale. Ça va être beaucoup plus disputé que je le pense.
Le Japon finit deuxième, j'ai donné favori du groupe, mais ils sont solides, ils n'ont toujours pas perdu. Le Japon, ils enchaînent aussi des matchs sans défaite, eux, depuis un petit moment. Ils affronteront le Brésil et ça va être très disputé. Je garde mon... Même si, bon, vous me l'avez peut-être entendu, j'ai donné des indications, mais je garde le score, en tout cas, pour une vidéo que je ferai sans doute sur les 16e de finale. On verra si j'ai le temps. La Suède, troisième, c'était mal embarqué, hein, la Suède, cette Coupe du Monde, déjà, c'était mal embarqué d'y participer, hein, qualification in extremis via la Ligue des Nations, et puis, bon, une victoire 5-1 contre la Tunisie, mais certainement la Tunisie qui a produit le plus mauvais jeu de cette Coupe du Monde. Ensuite, défaite 5-1 contre les Pays-Bas, on met les pendules à l'heure au goal à ferrage, et puis un match nul contre le Japon. Donc la Suède qui finit troisième avec 4.0 de goal average, ils passeront en 16e de finale, meilleur troisième certainement. La Tunisie par contre 0-10, ça fait mal, 2 buts marqués. Ils avaient des espoirs de faire mieux que ça la Tunisie et c'est une grosse désillusion avec la Turquie pour les Tunisiens. Peut-être l'équipe qui a produit le plus moche jeu de la Coupe du Monde. Il en vint ainsi. Groupe G, Égypte, Iran, Belgique, Nouvelle-Zélande, c'est pas terminé au moment où je tourne la vidéo. Et là, on a une grosse déception qui est la Belgique dans ce groupe-là. 2 matchs nuls seulement, on espérait beaucoup mieux pour la Belgique. La Belgique me fait penser beaucoup à l'équipe de France 2024. Ils ont des occasions, ils ont des actions dangereuses, mais ils ont du mal à conclure. Il manque cette efficacité offensive alors qu'on a un Trossard qui fait un très beau mondial, très bon début de mondial en tout cas. Un Lukaku qui bouge les lignes et qui a repris sa place par rapport à De Ketelaere. Bon, on verra si lors de la J3 on remet De Ketelaere ou pas. Un Doku qui a manqué lors de la J2 et lors de la J1 qui était bien pris, bien muselé. On a fait un plan anti-Doku, donc on a muselé la Belgique en muselant Doku. Les adversaires l'ont bien compris et l'Égypte l'avait bien compris à ce moment-là. Donc la Belgique va affronter la Nouvelle-Zélande, ils peuvent le faire, mais attention, la Nouvelle-Zélande, moi, ils me plaisent bien, avec cette doublette Just Wood, il va falloir se méfier en défense et serrer la défense pour nos amis belges. L'Iran, 2 points, l'Iran peuvent se qualifier, évidemment, ils vont affronter l'Égypte, c'est pas gagné, l'Égypte peuvent remporter le groupe. C'était pas les favoris pour moi au départ, mais aujourd'hui, peuvent remporter le groupe avec une victoire contre l'Iran. Le groupe est encore totalement ouvert et indécis ici dans le groupe G, ça va être passionnant jusqu'au bout. Le groupe H qui est aussi ouvert, Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite. Bon, l'Espagne, malgré un début compliqué contre le Cap-Vert, s'est bien repris, a gagné son match en J2 contre l'Arabie Saoudite. La première place du groupe va peut-être se jouer ici contre l'Uruguay au prochain match. Cap-Vert peut se qualifier avec une victoire contre l'Arabie Saoudite. Le Cap-Vert passe pour la première fois de leur histoire en 16e de finale. Les 4 équipes peuvent encore accrocher une place en 16e de finale. Donc ça va être très disputé également aussi. Groupe I, France, Norvège, Sénégal, Irak. Là les amis, on va assister, France-Norvège, à une opposition de vainqueurs de Coupe du Monde. Oui, je ne mâche pas mes mots. La France est une des favoris de la Coupe du Monde, on le sait, elle peut l'emporter. La Norvège, au vu de ce qu'il démontre depuis plusieurs mois, ça ne serait pas étonnant qu'elle fasse un demi ou une finale de Coupe du Monde, vu ce niveau-là. Vous allez voir les amis, si la Norvège l'emporte contre la France, elle montrera au monde entier qu'elle peut le faire contre un favori de la Coupe du Monde, et elle peut remporter la Coupe du Monde, la Norvège. Ne rigolez pas, ça peut être une équipe surprise lors du mondial. Alors évidemment, il y a le duel à distance Haaland-Mbappé au niveau du soulier d'or pour cette Coupe du Monde, 4 buts tous les deux. Il va y avoir un beau duel entre Haaland et Upamecano en défense. Il faut qu'Upamecano nous réitère un peu la performance qu'il a fait contre le Sénégal. On verra comment la France va jouer. Tchouaméni connaît, on va voir ce que préfère Deschamps et puis par intérim Guy Stéphane. Est-ce qu'on va mettre
Hernandez, est-ce qu'on va mettre Digne? Est-ce qu'on veut une version plus offensive, plus défensive de la France? Est-ce que ce sera Doué qui a, on sait, des qualités de repli défensif indéniables? Ou est-ce qu'on va donner sa chance à Barcola dès le début de match sur l'aile? Bon, il y a quelques ajustements qui peuvent s'opérer en équipe de France. La Norvège devant, il va falloir se méfier avec cette qualité de projection et ce physique. Haaland, Sorloth et puis Odegaard qui est, je le disais, on espérait un Odegaard en forme pour cette Coupe du Monde. On l'espère un peu moins en forme contre la France, mais il est en forme lors de la J1 et la J2. Donc on va avoir certainement un Odegaard très en forme. On aura peut-être le rowing norvégien, vous l'avez déjà vu. Regardez-moi ça, c'est magnifique à Times Square, ce rowing norvégien. On dirait qu'ils font du rowing bar, du rowing horizontal à la salle de musculation. Regardez ça. Même les députés, je l'ai vu à l'Assemblée nationale en Norvège, ont fait du rowing norvégien. Magnifique, le monde en parle. On le verra certainement dans les tribunes lors de ce match, mais à n'en pas douter que ça va être un match très enlevé avec des buts. Ouais, je vois un match 3-2, je vois un match 4-3, 5-4, on verra. Bon, je m'emballe un peu, mais en tout cas, s'il y a un 0-0, je mange ma chemise. Je vous le dis, je refais une vidéo, je refais un short et je mange une chemise. Si ça finit en 0-0, vous pouvez le noter et l'attendre dans les commentaires. Il y aura des buts lors de ce match. Et là, le classement, ça va dépendre qui on va affronter par la suite. Est-ce qu'on veut tomber du côté de l'Allemagne, je l'ai dit, du côté de l'Espagne ou du côté de l'Argentine? Bon, de toute façon, il faut battre tout le monde. Et puis, si on veut montrer aux yeux du monde qu'on reste parmi les favoris, il faut gagner contre la Norvège. Si la Norvège veut taper du poing sur la table et montrer qu'on les considère avec sérieux, ils doivent gagner contre la France. Un match nul nous laisse en tête puisque on aura fait match nul puisque la confrontation directe est le premier critère de départage. Mais ensuite, on a un meilleur goal average que la Norvège et donc on resterait premier. Le Sénégal peut encore accrocher une place de troisième comme l'Irak. Maintenant, ça va être compliqué de se qualifier meilleur troisième. Et avec 3 points, il y a déjà beaucoup d'équipes à 4 points, je l'ai dit. Il faut pour une de ces équipes marquer énormément de buts. -6 pour l'Irak, ça va être très compliqué, on ne va pas se le cacher. -3 pour le Sénégal, il faut qu'ils gagnent et il faut qu'ils mettent des buts. Il faut qu'ils empilent 3-4 buts contre l'Irak pour finir meilleur troisième peut-être. Allez, groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. L'Argentine est déjà qualifiée, fait partie des favoris. L'Autriche et l'Algérie pour la revanche 82, vous voyez de quoi je parle. J'ai fait une vidéo sur le match de la honte sur ma chaîne. Je vous la mettrai peut-être en incrustation par là. Si vous ne voyez pas de quoi je parle entre Autriche et Algérie, allez voir ce match de la honte, Coupe du Monde 82. Faut gagner pour l'Algérie pour être sûr de passer cette phase de groupe. Sinon, meilleur troisième, ça va être compliqué avec 3 points et une différence de -2. Et puis certainement -3, -4 s'il y a défaite. Ça va être très très compliqué. Un match nul pourrait leur permettre de se qualifier. Bon, l'Algérie n'a pas montré un grand niveau de jeu, à part quelques individualités comme Mazza. On verra ce que ça donne. L'Autriche donc peut se qualifier avec une victoire, avec un match nul. Ils rejoindront les 16e de finale. La Jordanie, c'est cuit, les amis. Puis la Jordanie, ça m'étonnerait qu'ils gagnent par énormément de buts d'écart contre l'Argentine. Groupe K, Colombie, sérieux prétendant les amis. Si vous n'avez pas vu les matchs de la Colombie, sérieux prétendant à la Coupe du Monde aussi avec 6 points. Il va y avoir un Colombie-Portugal, dernier match en J3 qui vaut son pesant d'or. C'est à 1h30 je crois les amis, ça va être compliqué. Mais les plus motivés pourront regarder. C'est un peu l'équivalent de France-Norvège dans ce groupe. C'est vraiment un très beau match qu'on attend là parce que la Colombie, c'est une équipe à prendre très au sérieux aussi. Norvège, Colombie, Japon. Attention à ces outsiders dans cette Coupe du Monde. Portugal s'est bien relevé après ce premier match nul décevant contre la RDC. Bon, c'est contre l'Ouzbékistan, vous allez me dire qu'ils ont fait 5-0. Mais ça donne confiance. On a assisté un peu au retour en forme de Ronaldo. Martinez, je l'aime pas, mais j'aime bien le Portugal. Donc j'espère qu'ils vont se qualifier pour la suite. Oui, ils vont se qualifier pour la suite. Mais Colombie-Portugal va également montrer à tout le monde
eh ben, quel autre prétendant au titre peut ressortir de ce groupe-là? La RDC peut le faire, 3 points supplémentaires donneraient 4 points, ils assureront une place de meilleur troisième, je pense, donc il faut gagner contre l'Ouzbékistan pour éviter les calculs. Angleterre, Ghana, Croatie, Panama pour le dernier groupe L, l'Angleterre qui est un des favoris de la Coupe du Monde. Bon, a fait match nul contre le Ghana, un peu décevant, on peut voir, mais si on regarde de manière un peu microscopique ce match, le Ghana a joué avec un bloc très bas et l'Angleterre a trouvé quand même quelques solutions parfois, mais c'était compliqué de jouer contre ce Ghana qui a fermé, qui a verrouillé derrière. Alors j'ai vu Declan Rice se plaindre de ce bloc bas, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, Rice. Qu'est-ce que tu as fait toute la saison avec Arsenal? Qu'est-ce que tu as fait en finale de Ligue des Champions? C'était contre le PSG, le même schéma de jeu. Et on se plaint, bah oui, c'est pas beau, hein, c'est compliqué de contourner un bloc bas, mais c'était le cas du Ghana. Ghana qui aurait même pu faire un hold-up avec un penalty, enfin il n'y a pas eu penalty justement, mais c'était un peu litigieux en fin de match. Je pense que ça devrait aller mieux, il devrait y avoir une bouffée d'oxygène contre le Panama, un peu plus d'ouverture, même s'ils vont jouer un peu plus bloc bas, mais ils n'ont pas le même talent que le Ghana certainement en défense. On verra si la Croatie passe contre le Ghana. Ça va être compliqué, on assiste sans doute au chant du cygne de la Croatie ici, hein, une génération qui se termine. On voit des joueurs à bout de souffle en Croatie, comme les un peu Modric, mais un match nul et on pourrait les voir en 16e de finale. Allez, je m'arrête là sur les groupes parce qu'on est déjà à près d'une demi-heure de vidéo et j'avais dit que je ferais plus court. Je voulais juste m'arrêter sur certains joueurs dans ces différents groupes que j'ai beaucoup aimés. Dites-le moi si c'est le cas pour vous. J'ai parlé de Quiñones au Mexique, je vais en citer un peut-être par groupe. Pour la Suisse, Canada, Bosnie, Qatar, moi j'ai beaucoup aimé. Manzambi, j'aime bien parce que quand il rentre, il fait toujours la différence et quand il est titulaire, eh ben, il crée le danger, ce qu'il a été en J3 avec la Suisse. Manzambi, je ne suis pas sûr qu'il reste à Fribourg très longtemps. Pour moi, c'est l'homme de ce groupe B. Groupe C, j'ai bien aimé Saibari, j'ai bien aimé Vinicius, évidemment. On a là deux joueurs que je retiendrai de ces premiers groupes, de cette première phase de groupe. Groupe D, alors pas forcément les joueurs que tout le monde retient, mais moi j'ai beaucoup aimé Dest aux États-Unis, cet ailier que j'ai trouvé très flamboyant pour les États-Unis. Et en Australie, j'ai bien aimé le gardien Beach, qui réalise de très bons matchs. C'est peut-être les deux joueurs que je retiens ici. Groupe E, évidemment, Diomandé qui ne va pas rester à Leipzig très longtemps, mais je l'ai dit, en Allemagne, j'ai bien aimé certains joueurs, j'ai bien aimé Nmecha, même s'il était plus en difficulté lors du dernier match contre l'Équateur. Et évidemment, Undav, qui est un remplaçant de luxe. Hein. Si je fais le parallèle avec l'équipe de France, on aurait dit Griezmann lors de ses débuts. Bon, Undav a déjà 28 ans, mais il crée toujours le danger quand il rentre. À réfléchir s'il ne faut pas mieux le mettre titulaire. Voilà, je retiendrai donc Undav, Nmecha et Diomandé pour ce groupe. Groupe F, Summerville, j'adore ce joueur. On verra ce qu'il donne dans les années à venir, mais j'adore ce joueur Summerville. Groupe G, j'ai bien aimé Achour pour l'Égypte, j'ai bien aimé le replacement de Salah, et puis en Nouvelle-Zélande, j'ai bien aimé la doublette Just Wood, comme je l'avais indiqué. Groupe H, moi j'aime beaucoup Oyarzabal, figurez-vous les amis, c'est pas le joueur le plus clinquant qu'on voit partout, le plus exubérant, mais j'aime bien justement cette qualité-là. Et je l'ai beaucoup aimé, évidemment, il y a Lamine Yamal, puisque l'Espagne sans Yamal n'a pas le même visage, mais j'ai beaucoup aimé également Olmo, que je trouve meilleur avec la sélection nationale que dans son club. Voilà, c'est un peu les trois joueurs que je retiendrai. Groupe I, évidemment, Mbappé. Il y en a plein hein, en équipe de France que je pourrais citer, en Norvège. Il y en a aussi beaucoup à Haaland. D'ailleurs, la clé pour les Français, c'est peut-être passer, emballer les côtés, hein, parce que c'est peut-être une des faiblesses sur les ailes. Cette équipe norvégienne avec Møller Wolf et Ryerson qui autant portent offensivement, qui ont du mal défensivement et on peut jouer dans le dos. Bref, je vous ai donné une autre solution tactique. On parlait des joueurs, donc je disais Haaland pour la Norvège. Groupe J, évidemment, Messi. Groupe K, alors oui, vous pourrez me dire Ronaldo. Je ne dirais pas forcément Ronaldo parce que le premier match, c'était pas tellement ça. Mais je retiendrai, moi, Puerta pour la Colombie. Puerta, superbe joueur. Gustavo Puerta, à surveiller dans les années à venir. Groupe L, évidemment, j'ai bien aimé Bellingham,
Mais j'ai bien aimé le double pivot Wright-Anderson et je trouve que Spence a fait une bonne rentrée dans cette Coupe du Monde. Voilà un peu les joueurs que j'aurais à surveiller. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue et je trouve qu'elle est déjà pas mal longue. En tous les cas, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos de la Coupe du Monde. Profitez bien du démarrage des 16e de finale, la fin des groupes déjà, puis du démarrage des 16e de finale et de la suite de la compétition, les amis. Je vous souhaite une bonne suite et je vous dis à très bientôt. Protégez-vous du chaud. Il fait très chaud en ce moment. À bientôt les amis. Au revoir.